bienvenue sur cet épisode de Nos 2 centimes. Aujourd'hui avec Marion, on parle de la nourriture, du rapport entre la nourriture et nos émotions, et on a une discussion sur manger ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça ressemble dans nos vies. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait Marion est professionnelle de la nutrition et elle accompagne des femmes autour de l'alimentation, de la nutrition et du rapport entre les émotions et notre alimentation. C'était hyper intéressant, hyper riche et ça donne faim. J'ai eu très faim en éditant cet épisode. Donc voilà, à vos risques et périls, mais c'est une conversation que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer et à éditer. Et je pense que c'est des choses qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Alors je vous souhaite un très bon épisode et une bonne écoute. Bienvenue Marion. Marion, nous parlons aujourd'hui de la nourriture. Et donc, moi je te connais un petit peu, mais les gens ne te connaissent pas. Est-ce que tu voudrais te présenter ? Oui, bonjour Sophie déjà. Je suis ravie d'être là. Alors moi je m'appelle Marion. Qui je suis? Je suis une femme. J'habite à Lyon. Je suis chrétienne. Je suis mariée et je suis nutrithérapeute. Donc j'ai fait des études de nutrithérapie. D'où ce podcast sur le sujet de la nutrition. Et je me suis spécialisée aussi dans la perte de poids. Donc je suis coach en perte de poids. Et initialement j'étais pharmacienne il y a quelques années. Enfin, voilà. Wow, t'as beaucoup de casquettes. Ouais. J'ai beaucoup de casquettes. Ah oui, j'ai écrit un bouquin sur la nutrition, le petit manuel de diététique spirituelle. Voilà, aux éditions Première Partie. Trop bien, comme ça les gens savent comment ils peuvent se procurer ce livre. Je l'ai offert à Noël à ma tante d'ailleurs. D'accord. Je ne sais pas ce qu'elle en a pensé, mais comme ça, vu que je l'ai eu entre les mains, j'ai pu me plonger dedans un petit peu et ça avait l'air trop intéressant. Trop bien, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de te former dans le domaine de la nutrition en étant pharmacienne ? Yes. En fait, en voulant devenir pharmacienne, je voulais vraiment participer à la santé des gens. Je me suis toujours beaucoup intéressée à la santé et j'avais envie d'aider les gens à être en meilleure santé. Sauf que je suis devenue pharmacienne, ça m'a plutôt plu, mais j'étais un peu frustrée parce que j'avais l'impression qu'avec les médicaments, on arrivait déjà à un stade très avancé, c'est-à-dire on arrivait dans la santé des gens au stade déjà de la maladie. Et je me disais, en fait, c'est un peu dommage parce que la santé, ça démarre bien avant. Et j'aime bien, quand je parle de ça, parler de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, non pas que je veux vanter tous les aspects de cette médecine, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est que dans cette culture-là, la santé, c'est quelque chose que l'on préserve. En tout cas, la médecine, c'est la science qui préserve la santé. C'est pas la science qui va traiter la maladie. Et il y a beaucoup plus une culture de la prévention, en fait. Et j'ai eu ce désir d'agir plus sur la prévention dans la santé. Et je me suis intéressée du coup aux impacts de l'alimentation sur la santé. Et là, ça a été vraiment une découverte pour moi. J'avais fait 6 ans, d'études universitaires et on m'avait jamais parlé de l'impact de l'alimentation sur la santé. Et j'ai trouvé ça passionnant aussi parce que j'aime manger. Vraiment, j'aime manger, j'aime cuisiner. Et je me suis dit: «Ah mais c'est trop passionnant de pouvoir et agir sur la santé tout en mangeant». Et c'est ça qui m'a poussée à me former dans ce domaine et j'ai vraiment pas été déçue. Trop intéressant. Alors, c'est quoi que tu préfères dans ton métier ? Et aujourd'hui, peut-être, tu peux dire à quoi ressemble ton métier dans la pratique ? Ouais. Et qu'est-ce que tu préfères ? Donc mon métier maintenant, pendant un temps où après avoir eu ma certification de nutrithérapeute, j'ai exercé un petit peu comme naturopathe parce que j'avais aussi une spécialisation en plantes et huiles essentielles. Donc j'avais des gens qui prenaient rendez-vous pour des problèmes de digestion ou un peu rééquilibrer leur assiette. C'était intéressant, mais c'était un peu du one shot et ça m'intéressait finalement pas tant que ça. Donc maintenant, à quoi ça ressemble, vu que je me suis spécialisée plutôt dans la perte de poids, c'est que j'accompagne des femmes sur plusieurs mois dans leur démarche de perte de poids, à la fois sur l'aspect nutritionnel, mais aussi beaucoup sur l'aspect émotionnel et psychologique de la perte de poids. Parce qu'en me spécialisant dans ce domaine-là, je me suis aperçue qu'il ne suffisait pas de faire des plans alimentaires, de dire voilà qu'est-ce qu'il faut manger, etc. Parce que le surpoids avait une cause bien plus profonde. Et en fait, c'est ça que j'aime le plus dans mon métier actuellement. Déjà, c'est le fait de pouvoir accompagner pendant plusieurs mois de suite et de pouvoir d'une certaine manière, entrer presque dans l'intimité des gens. Alors, à la fois, c'est quelque chose que j'aime et à la fois, je réalise à quel point c'est un honneur d'avoir cette confiance. Donc, voilà, c'est pas juste du voyeurisme de vouloir connaître la vie des gens. C'est quelque chose que j'ai conscience de la valeur. Mais du coup, c'est
c'est hyper riche parce que je partage avec ces femmes à la fois sur ben, leurs pensées, leur rapport à la nourriture, ce qui s'est passé parfois dans leur enfance, leurs émotions. Et du coup, c'est très vaste. Euh, c'est pas juste ce qu'il y a dans leur assiette et ça c'est vraiment chouette et c'est intéressant. Il y a vraiment de très, très belles choses qui se passent. On travaille aussi beaucoup sur la manière de se voir, l'estime de soi, le rapport au corps et il y a de très, très belles choses qui se passent et je découvre des femmes, vraiment super et j'aime Trop beaucoup bien. il y a beaucoup de relationnel et j'aime beaucoup ça. Hmm. Ouais. Ouais, trop bien. C'est trop précieux de pouvoir, j'imagine, être accompagné aussi par quelqu'un qui, peut-être à l'inverse, de la nutrition, traditionnelle, extrêmement centrée sur la nourriture et sur ce qu'il y a dans l'assiette, d'avoir quelqu'un qui prend en compte, la globalité, ça doit être, intéressant et ouais, rafraîchissant. Je Mmh. voudrais juste faire une pause pour dire qu'il neige, voilà, c'est tout. Hem, Et on est en avril, OK. précisons-le quand même, pour les gens qui Oui, c'est écouteront ça, ce nous podcast aurons peut-être en décembre. oui. Non, non, on est en avril. Tout à fait, j'adore. Bon, donc bien manger, ça ressemble à quoi d'après toi, ou d'après, ta formation ou comment tu le vis au quotidien? Mmh. Est-ce que c'est vraiment manger 5 fruits et légumes par jour? Ça peut en faire partie, mais ce sur quoi je Ouais, voulais insister, après je pourrais dire peut-être plus en détail, oui, les recommandations alimentaires, si tu désires. Mais je voulais insister sur le fait que pour moi, bien manger, ça comprend plusieurs choses. Ça comprend ce qu'on a dans l'assiette et ça comprend aussi ce qui se passe dans notre tête et dans notre esprit et que les 2 quand on mange et les 2 sont aussi importants. Dans l'assiette, on voit aisément, en quoi bien manger peut a un lien avec ce qu'il y a dans notre assiette. Ça peut être dans la qualité et la quantité de ce que l'on mange. Est-ce que ce qu'on mange va combler les besoins de notre corps? Est-ce que ça va lui apporter tout ce dont il a besoin pour fonctionner? Donc oui, ça passe par manger quand même régulièrement des fruits et des légumes. Alors quand on dit 5, en fait, c'est 5 portions de 80 grammes. Voilà, donc ça passe par manger régulièrement des fruits et des légumes, des protéines, de bonne qualité, des glucides de bonne qualité, avoir une assiette équilibrée. Mais pas que. Bien manger, c'est aussi, ben, se poser la question de qu'est-ce qui me motive, en fait, à manger? Est-ce que je mange par faim ou est-ce que je mange pour, combler un besoin de réconfort, combler un besoin de sécurité, combler quelque chose, en fait? Donc bien manger, ça passe aussi par, manger quand même la majorité du temps par faim, que la faim soit notre principal moteur à manger et non pas combler un besoin. Si on comble un besoin affectif, par la nourriture, en fait, on vient comme mettre de la pommade sur ce besoin, mais on va pas traiter le fond de ce dont on a véritablement besoin. Parfois, c'est d'affection, de réconfort et la nourriture vient prendre la place, donc c'est pas l'idéal. Donc bien manger, ça passe aussi par, globalement manger la majorité du temps plutôt par faim, mais ça passe aussi par arriver à se faire plaisir régulièrement, à manger des choses qui nous font plaisir sans culpabiliser, sans être dans le contrôle. Ça aussi, ça fait partie, de bien manger. Bien manger, ça passe aussi par l'image que l'on a quand on mange telle ou telle chose. Par exemple, est-ce que je vais avoir une image de moi comme quelqu'un de trop gourmande ou de trop laxiste si je mange de la pizza? Est-ce que quelle image je vais avoir de moi en mangeant tel ou tel aliment? Ça aussi, bien manger pour moi, c'est ne pas avoir une estime de soi qui varie selon ce que je vais manger. Et aussi bien manger pour moi, c'est aussi que la nourriture, elle ait sa juste place dans les priorités. C'est-à-dire que, oui, c'est bien de manger selon les recommandations alimentaires, mais est-ce que ça m'empêche de voir certains de mes amis? Est-ce que ça m'empêche d'accepter des invitations? Et si c'est le cas, à se demander si la valeur bien manger ne rentre pas en concurrence avec d'autres valeurs fortes dans ma vie. Et dans ce cas-là, à se poser la question des priorités. Est-ce que la nourriture est au bon endroit dans mes priorités? Et je Mmh. pense que bien Mmh. manger, ça comprend tout ça et on entend Waouh! souvent, voilà, qu'est-ce qu'il faut manger? Mais moi je dirais, ben,
aussi comment on mange et qu'est-ce qui se passe dans ma tête par rapport à la nourriture. Pour moi, ça fait aussi partie de bien manger. Trop intéressant. Oh là là, tu as dit plein de trucs et j'ai fait plein de connexions dans ma tête. Mais puisqu'on est vendredi quand on enregistre, mon cerveau est extrêmement lent. Mais c'est bien, on a des questions pour continuer la discussion. Mais je trouve ça trop intéressant ce que tu dis parce que, genre, il y a 2 ans, moi, j'ai beaucoup travaillé mon estime de moi ces dernières années et ça influence la manière dont je mange. Par exemple, peut-être que ça va à toi en tant que nutrithérapeute, Ouais. et ça va allumer des signaux, mais par exemple, moi, en fait, récemment, j'arrive à sauter des repas maintenant. C'est pas mon objectif de vie de sauter des repas. Mais en fait, avant, c'était impossible que je saute des repas. Sauter des repas, genre, il fallait que je mange, quoi. Et aujourd'hui, je peux sauter des repas et pas avoir besoin de compenser après. Et je trouve ça, pour moi, c'est un signe que c'est plus, mon rapport à l'alimentation est beaucoup plus sain qu'avant parce que j'ai pas l'impression que je vais mourir si je saute pas des repas. Et je me rappelle d'une discussion avec une amie où j'avais sauté le repas de midi parce que je sais pas, je faisais autre chose et puis que j'avais pas faim et que je trouvais pas ça grave de pas manger. Et l'amie en question était là: «Ah mais» elle a commencé à se faire beaucoup de soucis sur le fait que je sautais des repas comme si j'allais pas bien et tout. Et moi j'ai dit: «Ah non, mais je trouve ça plutôt, en fait fou que j'arrive à sauter des repas sans me dire que je vais mourir». Même si, encore une fois, c'est pas mon objectif de vie de sauter des repas. Mais bref, ça m'a fait réfléchir à ce que tu disais parce que autant on peut dire, il faut pas manger et autant selon les cultures familiales et tout, il peut y avoir un grand sentiment d'insécurité si tu manges pas. Absolument, absolument, mais je suis assez d'accord avec toi, pour moi, c'est quelqu'un qui me dit qu'il est en mesure, s'il a pas faim, de pas manger, sans avoir peur et cetera. C'est plutôt pour moi, signe de quelque chose de sain, de positif. Comme quoi, oui, c'est pas juste le fait de manger ou pas manger qui est bien ou pas bien, c'est qu'est-ce qu'on met derrière, en fait. Et Mmh. c'est vrai. Et la liberté, Ouais, c'est ça, en fait, c'est peut-être. la liberté et puis l'écoute de son corps aussi, c'est parce que aussi, je sais plus, une personne que j'accompagnais où pareil, on parlait de manger moins le soir ou de pas manger de protéines et cetera et elle me disait: «Mais je vais avoir faim». OK, mais tu penses que tu vas avoir faim, pourquoi? Tu as déjà eu faim, en fait, en mangeant plus léger ou en mangeant pas de protéines? Ben non, mais je me dis que je vais avoir faim. Donc du coup, je pense que je vais me sentir inconfortable, donc j'ai pas envie de le faire. Mais en fait, tout ça, c'est dans la tête. C'est des peurs, en fait. Et quand on en pratique, pas forcément. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant, ouais. Et peut-être qu'en France, en 2022, on ne sait pas trop ce que c'est que d'avoir faim, en fait. Enfin, c'est une question une réflexion que je me suis faite récemment, où avoir faim, c'est inconfortable et c'est pas un but en soi, c'est pas du tout. Toi, tu essaies de dire des trucs sains et moi, je veux dire des trucs complètement, non, mais en fait, découvrir ce que c'est que d'avoir faim pour pouvoir se dire: «Ah là, ça, c'est mon corps qui a faim». Parce que moi, par exemple, j'ai des fois des brûlures d'estomac et ouais, cette semaine, j'ai eu quelques fois des brûlures d'estomac et j'étais là: «Est-ce que c'est des brûlures d'estomac ou est-ce que c'est de la faim?» Mmh. Et en fait, j'ai tellement peu l'habitude d'avoir faim et d'avoir des brûlures d'estomac aussi, que c'est difficile de savoir quel signal mon corps est en train d'envoyer. Bref, c'est une réflexion, Non, mais c'est c'est qu'est-ce que c'est c'est que très d'avoir vrai. faim? Mmh mh. D'ailleurs, on conseille parfois, alors, moi je le fais avec des pincettes, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font, en début d'accompagnement à la perte de poids, de faire des petits jeûnes, des jeûnes intermittents et cetera. Pas forcément dans le but de perdre du poids, mais dans le but justement de se reconnecter à sa sensation de faim parce que quand on fait un jeûne intermittent, souvent à la fin du jeûne intermittent, on sent un peu plus la faim et moi j'accompagne des femmes qui me disent parfois: «Mais je sais plus ce que c'est qu'avoir faim, je suis incapable de te dire si j'ai faim ou pas». Et du coup, ça peut être un petit exercice, pas le but de jeûner très longtemps, mais juste de jeûner un tout petit, voilà, 16 heures ou 20 heures, juste pour reconnecter à sa sensation de faim et de nouveau savoir ce que c'est qu'avoir faim, en fait. Oui, et tous les signaux au-delà d'avoir mal au ventre, mais avoir plus d'énergie, être, plus arriver à réfléchir et tout, enfin les trucs qui disent que notre corps, il a besoin d'avoir de l'énergie. C'est vrai que si on sait plus ce que c'est difficile. Je pense Mmh. que c'est un des problèmes de vivre dans une société, hyper bien, ouais, où la nourriture est très accessible et tout, le danger, c'est qu'on n'est plus du tout connecté à ça et qu'on mange juste par habitude. Mmh. Par habitude, par sociabilisation, et cetera. Mmh. Ouais. Mais ce qui est bon, c'est on va pas se plaindre d'avoir assez à manger dans notre assiette non plus, de Oui. pouvoir manger à notre faim et tout.
plutôt cool, mais bon, ça Mmh. pose peut-être des problèmes. Mmh. Bah, je donnais une conférence là, j'étais en conférence il y a 2 week-ends dans une église et justement j'expliquais cette idée de manger à sa faim, de se reconnecter à sa faim et il y a un homme qui est intervenu pour me dire: «Ben, moi je suis pas d'accord parce que quand j'étais en Afrique et ben, quand on avait de la nourriture, on mangeait et on n'allait pas attendre d'avoir faim et cetera» et évidemment, tu vois, c'est une autre culture et là c'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est genre juste là j'ai à manger, je sais pas quand est-ce que j'aurai à manger, dans les prochaines heures, les prochains jours, donc je vais manger. Donc c'est aussi des problématiques à adapter en fonction de la culture. Et comme tu dis, on est dans une culture où la nourriture est hyper accessible et c'est pour ça qu'on peut se permettre, entre guillemets, de, de d'aller jusqu'à la fin, alors que dans d'autres cultures, ce serait idiot de se forcer à avoir faim vu Bah qu'ils ont ouais. tout le temps faim en fait, qu'ils n'ont pas accès. Oui et puis, enfin, je veux dire, par exemple, avec un enfant et tout, c'est une très mauvaise idée de dire, «Il faut que tu apprennes, à avoir faim», enfin et de pas le nourrir volontairement pour qu'il ait faim. Enfin, ce serait Ouais, une très mauvaise idée, même ouais, si c'est bon, ça. un bébé qui a faim, ça se voit très rapidement, de toute façon. Oui, ça s'entend. Ouais. Dans tes accompagnements, tu vois des personnes qui voudraient que l'alimentation revienne à la bonne place dans leur vie et qu'est-ce que toi tu proposes pour les aider à se rééduquer pour que la nourriture soit à la bonne place? Mmh. Ben, justement, moi, la première chose que je fais, c'est commencer par travailler sur la sensation de faim. De voilà, est-ce que la faim est le principal moteur à manger? Voilà, Mmh. donc d'aller se demander sur une journée, sur 2 journées, voilà, à chaque fois, un petit exercice à chaque fois que je vais consommer de la nourriture, juste se demander est-ce que j'ai faim? Et aussi, qu'est-ce qui m'arrête de manger quand je suis en train de manger? Est-ce que c'est parce que j'ai plus faim? Est-ce que c'est juste parce que, ben, j'attends que mon conjoint ou mes enfants aient fini de manger? Si eux, ils prennent un dessert, ben, moi, je prends un dessert parce que j'ai envie de partager le repas avec eux, mais finalement, j'ai pas forcément faim. Donc on travaille beaucoup sur ça, sur la sensation de faim. Ça va être un des premières choses sur lesquelles j'aime travailler et après on travaille aussi pas mal sur, les émotions, parce que, beaucoup me disent avoir une alimentation émotionnelle, c'est-à-dire, manger, pour, vivre une émotion, pour fuir une émotion. Alors je sais que c'est une question après, donc je détaillerai un petit peu plus là-dessus. Voilà, on travaille sur l'alimentation émotionnelle. Hem, on travaille aussi sur parfois est-ce que, bah, quand c'est du surpoids, est-ce qu'il y aurait une raison qui aurait amené ce surpoids? On travaille un peu dans l'histoire. Est-ce qu'il y a des dans l'histoire de la personne, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu, être à l'origine de ce surpoids? Ça, c'est ce que j'appelle le terrain. On travaille le terrain et puis aussi l'estime de soi et cetera. Donc ça, c'est le terrain et une fois que le terrain a été un peu, renouvelé parce que oui, souvent les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont fait des régimes, qui ont été voir des nutritionnistes, qui ont été voir des diététiciennes. Donc en fait, commencer par un plan alimentaire, ça marche pas parce qu'elles l'ont déjà fait et si elles sont vers moi, c'est que ça a pas marché. Donc on travaille d'abord sur le terrain, de fond et une fois que le terrain est moi j'appelle ça est de nouveau fertile, eh bien, on va de nouveau planter des graines et ces graines, ça va être en effet de faire un peu une étude de qu'est-ce qu'elles mangent, est-ce qu'elles mangent assez et étonnamment, les personnes qui viennent me voir, potentiellement, un de leurs majeurs problèmes, c'est pas tant qu'elles mangent trop, alors certaines, mais d'autres, c'est qu'elles peuvent manger pas assez. Pas assez à cause des antécédents de régime, donc voilà, de remettre les bonnes quantités et puis aussi on travaille sur le rééquilibrage alimentaire classique, mais ça peut se faire que si le terrain a été changé. Et puis, ensuite, ben, voilà, on travaille sur le fait de garder les bonnes habitudes, d'essayer de mettre en place des nouvelles habitudes et de les garder. L'idée, c'est que les personnes, elles soient autonomes à la fin de mon accompagnement. Je travaille un peu sur le côté auto-coaching, d'arriver à prendre des temps régulièrement pour se poser des questions, pour comprendre ce qui se passe en nous, pour avoir conscience de ce qui se passe en nous, se reconnecter à ses émotions, à son corps et en fait, à partir du moment où on est connecté, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus facile de faire les bons choix. C'est beaucoup plus facile aussi de comprendre qu'est-ce qui nous a amenés à faire des choix qu'on n'aurait peut-être pas aimé faire et aussi d'arriver à avoir des bilans beaucoup plus justes, de dire: «Bah, voilà, ce week-end, j'ai mangé n'importe comment». OK, tu as mangé n'importe comment, mais ça veut dire quoi, en fait? Et puis, en fait, quand tu déroules le truc, c'est pas qu'elle a mangé n'importe comment, c'est qu'en fait, elle a été invitée chez des amis et qu'elle a pas pu manger comme d'habitude. OK, entre j'ai mangé n'importe comment et j'ai eu une situation exceptionnelle qui a fait que j'ai pas pu, moi, manger exactement ce que j'avais prévu de manger, ça n'a rien à voir. Donc j'essaie de les accompagner à avoir cette démarche d'auto-coaching
pour persévérer, en fait, et pour pas se dire: «Oh bah, de toute façon, je suis nulle, je vais arrêter». Pour arriver à avoir cette démarche de persévérance et de continuer sur, le long terme les bonnes habitudes sans se culpabiliser et cetera, quoi. Mmh. T'as l'impression qu'à cause des réseaux sociaux et tout, il y a, une, exigence de la perfection et de la progression par rapport à la nourriture? Par rapport à comment on mange et tout, moi j'ai l'impression que c'est complètement fou. Comment est-ce que tu vois que ça influence les femmes que tu accompagnes? Mmh. Bah, il y a un peu enfin, moi sur les réseaux sociaux, alors c'est peut-être en fonction de qui je suis, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment les 2. Il y a à la fois, ceux enfin les réseaux sociaux qui vont encourager, oui, à une sorte de perfection alimentaire et puis, des repas qui sont, toujours, magnifiques, qui sont toujours hyper sains, et cetera. Et à la fois, tu as bah, on en parlera peut-être après, mais le body positivisme qui est à fond dans maintenant il y a si on veut perdre du poids et mieux manger, c'est qu'on est forcément une victime des diktats de la société, et je suis pas forcément en accord avec ça non plus. Donc, mais dans tous les cas, les réseaux sociaux, oui, ça impacte parce que c'est enfin, ça donne des reflets qui sont pas la réalité, mais comme tout, en fait, par rapport à la nourriture, mais par rapport à tout. Et c'est sûr. Oui, il y a aucune nuance quoi, ouais, Il y a ouais, aucune nuance et c'est vrai que les personnes qui j'accompagne ouais, sont aussi pas mal, malheureusement, dans la comparaison. Si elle y arrive ouais, et pas moi, c'est que moi j'ai un problème et c'est sûr, ouais, mmh, ça n'aide pas et puis quand on a une ouais, estime de soi qui est déjà un peu basse, ben, forcément, ouais, d'être face à des personnes qui semblent avoir, tout réussi, qui est bien mieux que nous, ben, ça n'aide pas. ouais, ça réactive des trucs, ouais, Ouais, c'est OK. ça. Alors mon expression favorite de l'année, peut-être de ma vie pour l'instant, c'est l'expression «manger ses émotions». Je ne sais plus où j'ai découvert ça. Qu'est-ce que ça veut dire de manger ses émotions? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Quel est ton avis? Alors manger ses émotions, c'est un fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? J'aime pas trop ces termes manichéens, mais je vais expliquer pourquoi on va dire. C'est pas, forcément des pratiques que j'encourage au quotidien. Bon après ça nous arrive tous, hein. Voilà, soyons clairs, on Ah ouf! enfin je veux dire, l'alimentation émotionnelle, ça nous arrive tous et c'est pas, forcément, nocif, hein, je veux dire, on va pas bien un soir, voilà, on va prendre une tisane et puis on sait qu'on a du chocolat, on adore le chocolat, on sait que ça va nous donner un peu de réconfort, on va manger un morceau de chocolat pour se réconforter. Il y a pas mort d'homme, en fait, il y a pas mort d'homme. Par contre, l'alimentation émotionnelle où je mange mes émotions qui pour moi peut devenir problématique, c'est quand on est chez des personnes qui sont vraiment pas dans l'accueil de leurs émotions, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à accueillir leurs émotions. Alors, il peut y avoir plein de raisons légitimes, hein, notamment dans le passif où les émotions ont été un danger, où elles ont été très douloureuses, très violentes. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand une émotion désagréable va surgir, eh bien, il va y avoir un mécanisme, une sorte de mécanisme de défense où on va aller manger pour aller fuir cette émotion désagréable. En fait, une émotion, c'est un ressenti physique, en fait. Ça prend naissance dans notre tête, dans notre pensée, mais une émotion, c'est un ressenti physique. Et donc ça se passe dans notre corps. Et quand on n'a pas envie enfin, quand on veut pas, quand on veut fuir une émotion, notamment désagréable dans notre corps, eh bien, le fait d'aller manger potentiellement quelque chose d'agréable, en fait, on va dévier la sensation vers l'alimentation. Et donc, en fait, on va plus vraiment ressentir l'émotion, en tout cas, on va aller ressentir ce qu'on mange. Et parfois, dans l'alimentation émotionnelle, on a tendance à manger vite et beaucoup. Et pourquoi? Bah, pour aller comme créer une sensation plus forte que l'émotion qu'on cherche à fuir, quitte à même parfois même avoir mal au ventre ou se sentir mal. Mais du coup, tout notre système de sensations va être porté vers cet aliment qu'on apporte, vers ces sensations alimentaires, pour ne plus ressentir l'émotion qu'on cherche à fuir. Et moi, j'y vois une problématique pas juste, alimentaire, mais juste dans le fait qu'on est en train de fuir une émotion. Et pour moi, les émotions, l'idéal, c'est pas de les fuir, c'est de les accueillir et de les laisser, heu, faire ce qu'elles ont à faire en nous et j'en parle dans mes accompagnements. Pour moi, chaque émotion a un objectif à atteindre, une sorte de mission à atteindre en nous et c'est dommage de fuir ces émotions et surtout, ça peut avoir aussi des conséquences dans notre fonctionnement. Voilà, donc c'est pour ça que l'alimentation émotionnelle n'est pas,
pour moi à encourager. Et il y a les émotions désagréables qu'on cherche à fuir, mais il peut y avoir aussi, et ça, moi j'en parle parce que moi je l'ai expérimenté, avoir besoin d'alimentation pour vivre ces émotions agréables, notamment la joie. Moi, je me suis aperçue que parfois, quand je ressens de la joie, et ben, j'ai comme besoin d'aller vers un aliment qui me fait plaisir, comme pour vivre ma joie, comme si j'avais du mal à vivre ma joie autrement. Donc, ça peut aussi être via les émotions agréables qu'on a besoin de vivre au travers de l'alimentation. Donc, voilà. Donc, en soi, au niveau alimentaire, ça peut poser souci parce que si on vit toutes ces émotions de cette manière-là, ben forcément, on arrive à manger plus et une alimentation qui n'est pas forcément équilibrée, mais aussi d'un point de vue fonctionnement psychologique et vie intérieure, c'est dommage de se priver de ces émotions de cette manière-là. Et ça veut dire qu'il y a une réconciliation avec ces émotions qui serait importante et qui peut avoir aussi des impacts positifs dans plein d'autres domaines de sa vie, pas juste pour mieux manger, quoi. Waouh, je crois que là, tu nous as tous convaincus qu'il y a une meilleure voie que manger ses émotions, même si ce qu'on mange, c'est bon. Est-ce qu'on peut manger ses émotions en mangeant genre de la salade en grande quantité? Ou forcément manger ses émotions, on a besoin de le passer sur des aliments qui sont pas forcément bons pour la santé? Moi, je dois dire que ça n'a jamais été la salade. Pour Ben, moi, quand je mange mes émotions, c'est jamais des légumes cuits à la vapeur avec un filet d'huile d'olive, quoi. ouais, quand on a une alimentation émotionnelle, il faut que l'aliment, il procure quelque chose de fort quand même pour arriver à faire fuir l'émotion. Alors si tu es une grosse fan de salade et que la salade, c'est ton aliment de génial qui te produit de l'endorphine et de la dopamine de malade quand tu bouffes de la salade, oui, ça peut. Mais en tout cas, ça va être un aliment qui procure quelque chose de fort. Et c'est vrai que tout ce qui est sucre, ça a tendance en plus à passer rapidement dans le corps, donc c'est quelque chose d'intense rapidement. Donc souvent, c'est pour ça qu'on va vers ce type d'aliment parce que ça provoque des sensations fortes et rapides. Euh, ouais, je pense pas que des aliments comme des légumes et tout ça pourraient le faire. Même Non, si mais parce que je me dis, peut-être, là, il y a peut-être des gens qui écoutent et qui disent, ah ouais, bah moi, enfin, mes crises d'émotions, je les passe avec des aliments sains, alors c'est pas grave parce que c'est pas mauvais pour la santé. Mais ce que tu dis sur le fait qu'il y a l'aspect alimentation et il y a l'aspect émotionnel, je trouve que ça peut interpeller tout le monde de dire, bah même si c'est de la salade, en fait, peut-être c'est pas mauvais pour ton corps, mais c'est peut-être mauvais pour ton psychisme, quoi. exactement, ouais, ouais, c'est ça. Ça fait pas de mal, quoi. Et puis on peut aussi, après ça, aller prendre son petit carnet, puis aller gérer ses émotions de la journée. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. À partir du moment où on a quand même on fuit pas ses émotions, rien ne nous empêche d'avoir des aliments réconfortants lors des moments pas faciles ou des choses comme ça. Oui, oui, parce que je pense pas que, enfin pour moi, j'ai aucune formation, donc c'est toi l'experte. Mais pour moi, la nourriture, c'est aussi du réconfort et c'est pas le seul besoin qui est comblé quand je mange, parce que le besoin principal, et j'ai compris que tu disais peut-être ça au début, que le besoin principal quand on mange, ça doit être enfin le besoin de faim et de satiété, mais qu'il y a plein d'autres besoins, bah, le besoin d'être ensemble, de communauté si on mange à plusieurs. Et que le besoin de réconfort, enfin, c'est bien si la nourriture, ça te fait du bien quand tu la manges, mais ça doit pas être ça que tu cherches en premier dans la nourriture. Ouais, absolument. Et puis, ouais, la nourriture, on aurait pu en parler dès le début. C'est quand même quelque chose qui nous fait plaisir. C'est quelque chose de plaisant qui a été créé par Dieu de manière agréable. D'ailleurs, ce qui est pas bon du tout, du tout, du tout au goût dans la nature, c'est que c'est toxique. Et ce qui est sucré, c'est que généralement, c'est plutôt bon pour nous. Donc, on a quand même été créé pour aimer ce qu'on mange, trouver du plaisir, potentiellement du réconfort. C'est quelque chose de social. Ça, c'est pas du tout nocif. Mais ce qui peut être embêtant, c'est quand, voilà, on vit toutes ces émotions comme ça, ou quand c'est la seule source de plaisir. Moi, ça m'arrive de demander aux personnes qui accompagnent, ok, quand tu te sens pas bien, tu as besoin d'aller vers la nourriture, quel autre moyen tu as de réconfort? Et il y a vraiment des gens qui me disent, ben, en fait, j'en ai pas d'autre, quoi. Et c'est là où ça peut tourner vers
l'excès ou la compulsion, etc., c'est quand c'est la seule échappatoire, en fait. Mais si il y a ça, il y a parfois, c'est aller discuter avec une copine, parfois, c'est aller prendre une douche, parfois, c'est aller regarder une bonne série, parfois, c'est aller manger un carré de chocolat ou aller manger une pizza, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de problème, puisque de toute façon, on va aller piocher dans les différentes options qu'on a. Et si c'est toujours la nourriture et jamais le reste, et jamais je vais aller vivre mes émotions, tu vois, là, on pourrait avoir un problème à la fois et alimentaire et ou psychique. Mais que l'alimentation soit un des moyens de se réconforter et de se procurer du plaisir, je vois pas où serait le problème, en fait. Excellent, ça me va. Ok, du coup, tout à l'heure, on a parlé t'as parlé du mouvement du body positivisme. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est? Et t'as un peu dit ce que t'en pensais, mais est-ce que tu veux donner d'autres éléments? Ouais. Alors, je suis pas une spécialiste du body positivisme, mais le body positivisme, c'est un mouvement, je sais pas s'il a pris sur les réseaux sociaux, oui, je crois principalement sur les réseaux sociaux, qui s'est monté un peu en opposition à la culture des régimes, donc la culture des régimes qui prône sans arrêt le besoin de perdre du poids, le bikini body, là, l'approche de l'été, là, perdez 10 kilos avant l'été pour avoir votre super bikini sur la plage et tout. Donc, ils sont montés en opposition par rapport à ça, et c'est l'idée d'accepter son corps tel qu'il est, quelles que soient les rondeurs, quel que soit le poids, on accepte son corps tel qu'il est, on l'aime tel qu'il est, et on ne veut pas forcément chercher à le changer, à perdre du poids, etc. Et dans l'idée, moi je trouve ça quand même chouette qu'on puisse avoir ce mouvement qui dit que bah voilà, on peut aimer son corps tel qu'il est, on n'a pas besoin de tous faire un 34. Aussi rappeler que dans les magazines, sur les réseaux sociaux, à la télé, c'est tout du fake, il y a du Photoshop, ou même les actrices, on ne sait pas tout ce qui leur est imposé au niveau alimentaire, etc., au niveau psychisme aussi, pour qu'elles soient comme ça. Enfin, voilà, c'est du fake, et c'est pas des bons modèles, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant de dire, bah voilà, on est belle sans forcément être comme ces femmes que l'on voit sur les magazines ou les réseaux sociaux. Donc ça, je suis d'accord. Après, là où je vois un risque avec le body positivisme, c'est de ne pas rendre illégitime le désir de perdre du poids. C'est-à-dire qu'une femme qui se sentirait, enfin qui serait en surpoids ou en obésité, et qui aurait envie de perdre du poids parce qu'elle ne veut pas rester comme ça, parce qu'elle se sent pas bien dans son corps. Moi, j'entends beaucoup, mon corps ne correspond pas à qui je suis à l'intérieur, ou même bah, il y a des maladies qui peuvent survenir de surpoids. Elle doit pouvoir se dire, ben, j'ai quand même envie de faire un rééquilibrage et de perdre du poids, sans se dire, ah bah c'est forcément que je suis une victime des dictats de la société qui veut me faire devenir mince, tu vois. Et donc ça, il faut faire attention pour dans ce côté très déculpabilisant, ou de faire attention de ne pas culpabiliser quand même, hein. Et souvent, c'est ça, quand on se montre face à un mouvement très culpabilisateur, on se dit, voilà, nous, on est la liberté, on est la non-culpabilité, mais attention, parce qu'il y a toujours un risque quand même, quand on est trop dans l'extrême, quand on s'est monté contre quelque chose, finalement, d'être quand même dans la culpabilisation ben, de celles qui disent, ben, en fait, moi, je veux quand même perdre du poids. Et pour réconcilier ces deux aspects, moi, j'ai un dicton que je donne souvent, c'est: aime-toi inconditionnellement au point de ne pas te laisser là. Et j'aime bien cette idée parce que c'est: aime ton corps inconditionnellement, aime-toi inconditionnellement, c'est-à-dire donne-toi cet amour inconditionnel pour qui tu es, mais justement parce que tu t'aimes, désire changer pour ton bien, en fait. Et que ce soit par amour que l'on veuille changer. Et donc, dans ce sens-là, et c'est comme je dis, bah, en fait, tes enfants, tu les aimes normalement de manière inconditionnelle, mais pour autant, parfois, quand ils font pas des choix qui sont les mieux pour eux, tu as envie qu'ils changent. Et c'est pas parce que tu as envie qu'ils changent que tu les aimes pas. Et du coup, pour moi, c'est cette tension qu'il faut avoir entre les deux. On peut aimer son corps tel qu'il est. D'ailleurs, c'est ce que je dis, hein, l'amour, c'est la meilleure motivation au changement. Mais par contre, parce qu'on l'aime, on peut avoir envie qu'il change pour qu'il soit en meilleure santé et pour que nous, on soit mieux avec, en fait. J'aime bien cette idée que tu dis par rapport à la culpabilité qui peut être engendrée sur les personnes qui voudraient avoir un corps différent qu'est-ce qu'elles ont. C'est ce qui se produit des fois finalement, que bah, tu passes dans un autre dictat, quoi.
D'un côté, tu as le diktat de la minceur et du stéréotype de magazine et de l'autre côté, tu as le diktat du: «Je suis hyper, libre par rapport à mon corps», mais si toi, tu te retrouves dans aucun des 2, tu te fais bien avoir, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Oui et en fait, chaque femme devrait et chaque homme d'ailleurs aussi, devrait pouvoir, faire ce qu'il veut avec, son alimentation et son poids, en étant aussi libre à l'intérieur de lui-même, pas juste par la société, mais avoir la liberté intérieure de mais bon, est-ce qu'on peut vraiment bref, ce serait un autre débat sur la liberté, est-ce qu'on peut vraiment être libre, tout ça? Mais en tout cas, savoir ce qui se passe et les enjeux qui se passent en toi quand tu manges, quand tu cherches à perdre du poids et que tu cherches à avoir telle ou telle forme de corps. Savoir ce qui se passe en toi, c'est vraiment, un beau cadeau que tu peux faire à Mmh. toi-même, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, puis il y a quand même deux trois choses qui m'ont alertée avec le body positivisme où, au début, je voyais beaucoup on est contre la culture des régimes et ça, je suis 100 pour et maintenant je lis oui, puis les régimes et les rééquilibrages alimentaires, c'est la même chose. Non, on va trop loin. On peut rééquilibrer l'alimentation sans forcément que ce soit un régime. Ou alors, attention, ceux qui disent qu'ils veulent vous faire perdre du poids et améliorer votre rapport à la nourriture, c'est pas possible. On peut pas améliorer son rapport à la nourriture et perdre du poids. C'est soit l'un, soit l'autre. Sinon, c'est forcément que la personne, elle va vous amener vers un régime. Voilà, il y a aussi un peu des stop, il faut y aller doucement. Enfin, voilà, on peut pas tout mettre dans le même panier. Je suis d'accord de dire les régimes restrictifs, on bouffe de la poudre et des protéines et machin, c'est à fuir, je suis d'accord. Après, rééquilibrer son alimentation d'une manière saine, il y a pas de raison que ce soit, nocif, en fait. Oui, c'est clair. C'est clair. Bah, si tu le fais pas juste en extérieur, mais que ça t'aide à travailler à ton intérieur aussi. Peut-être que c'est nocif dans le sens où tu vas te mettre à contrôler, tout ton environnement et toute ton alimentation, même si c'est pas dans l'extrême des régimes, mais dans le rééquilibrage alimentaire. Si tu travailles pas sur ton intériorité, alors, c'est un danger, c'est vrai. Mais l'un va pas avec l'autre sur la durée. Je pense pas que tu puisses vraiment, améliorer ton alimentation si tu as pas amélioré, une certaine forme de ton intérieur. Mmh. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut pas retomber dans le contrôle, on est d'accord. Et c'est pareil, qu'est-ce que c'est que le con quel est le comment on fait la différence entre le contrôle et l'autodiscipline? Ouais. C'est pas facile et c'est un équilibre, qui est pas évident à Oui trouver. et on l'atteint jamais, c'est Non. un équilibre, donc ça veut dire que souvent, selon nos problèmes, intérieurs, soit on tombe dans le contrôle, soit on tombe dans la paresse, enfin bref. Gros sujet, Ouais, on est complexe en tant qu'être humain. ouais, c'est ça qui est bien. Mais toi, tu aimerais bien dire quoi aux personnes qui sont pas bien, qui se sentent pas bien dans leur corps? Déjà, je voudrais leur dire qu'elles sont pas seules. Vraiment qu'elles sont pas seules, qu'il y a beaucoup de personnes, qui sont dans ce cas-là et que moi je l'ai été. Je parle du rapport au corps là, maintenant et je suis mieux dans mon corps, mais vraiment moi j'ai passé des années à être mal dans mon corps. Donc vraiment, vous êtes pas seules et je voudrais leur dire aussi qu'il existe des solutions. Se réconcilier avec son corps, c'est possible. Ça passe par aller chercher qu'est-ce qui, dans notre histoire, a fait que, ben, on s'est un peu froissé avec son corps et les causes peuvent être vraiment multiples et parfois on n'y pense pas. On pense pas à certaines choses qui ont pu, créer un mal-être dans notre corps, mais en tout cas, c'est vraiment possible de se réconcilier avec son corps. Ça passe pas peut-être par une thérapie, une psychothérapie qui peut aider à se réconcilier avec son corps, un coaching avec, des personnes, qui sont compétentes aussi. Mais j'ai tendance à dire j'aimerais dire que ça passe rarement quand même par un régime ou un rééquilibrage alimentaire, même si, le fait de d'améliorer son alimentation et de perdre quelques kilos, ça peut aider dans la confiance en soi et se sentir mieux dans son corps, c'est sûr. S'il y a vraiment un mal-être dans son corps, c'est pas le fait de perdre quelques kilos ou de changer son alimentation qui va vraiment traiter le problème de fond. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'aller traiter, le mal-être de fond avec son corps, d'abord, pour, un peu développer cet amour pour son corps dont je parlais tout à l'heure, qui est nécessaire au changement et ensuite, si nécessaire, d'aller travailler sur, l'alimentation et le poids.
Mais je déconseillerais de vouloir vraiment régler un mal-être avec son corps uniquement par un régime parce que ça marche pas et puis parfois quand la cause de fond est pas réglée, moi j'entends des personnes qui me disent: «Mais j'avais fait un suivi, j'ai perdu, 10 kilos et je comprends pas, je les ai repris». Et ça vraiment je le vois hyper souvent parce qu'en fait, il y a quelque chose dans l'inconscient qui fait que, ben, ces kilos, ils étaient là pour une raison, en fait, pour nous protéger de quelque chose ou et cetera. Et si on n'a pas été régler ça, été comprendre, ce que notre corps essaie de nous dire, en fait, les régimes et enfin, de toute façon, les régimes, c'est pas bon, les rééquilibrages le changement d'alimentation dans une démarche de perte de poids, ça servira à rien, en fait. Et puis ça risque de faire du yo-yo aussi. Donc pour résumer, ce que j'ai envie de dire, bah, c'est vous n'êtes pas seul et des solutions existent, mais les bonnes solutions, celles qui sont durables. Mais je trouve ça vachement fort de dire, en fait, j'imagine que si tu dis à ton corps, genre, je t'aime pas et je t'aimerais que si tu pèses 10, 15, 20 kilos de moins et que tu arrives un peu à perdre de poids, tu vas aimer ton corps de manière conditionnelle, que tu vas l'aimer que parce qu'il fait tel poids. Et en fait, la vie, on fera jamais le même poids toute notre vie. Euh, voilà, la vie est intense. Et du coup, c'est vraiment entraîner aussi, continuer d'entraîner le mal-être à persister parce que c'est conditionnel, comme tu disais que l'amour inconditionnel vis-à-vis de notre corps. Et même si tu n'arrives pas à perdre de poids, bah, tu vas encore moins t'aimer, comme si tu fais des pactes pour t'aimer toi-même que sous certaines conditions. Ouais, waouh, c'est intense. Pour conclure cet épisode, et parce que le podcast s'appelle Nos 2 centimes, c'est-à-dire quel est ton apport, ton résumé de ce que tu apportes sur la question de la nourriture, c'est quoi tes 2 centimes sur la question? La nourriture, c'est un cadeau. On s'en rend peut-être pas compte dans notre société moderne occidentale, mais c'est un cadeau. Traitons-la comme telle, un cadeau pour notre corps, un cadeau parfois aussi pour notre âme, et qu'elle reste un cadeau et pas un cadeau empoisonné. C'est une belle conclusion parce que ça reprend exactement beaucoup des choses qu'on a traitées. C'est formidable. Merci beaucoup Marion pour tout ce que tu as partagé. C'était hyper intéressant et enrichissant. Avec grand plaisir, merci Sophie.